Merci d'être revenus si nombreux cet après-midi pour cette table ronde sur les attentats de 2015. Le 13 novembre 2015, à 21h16, une première explosion retentit au Stade de France. Une demi-heure plus tard commence l'attentat du Bataclan. Entre-temps, ont commencé les fusillades sur les terrasses dans le 10e et 11e arrondissement à Paris. En une demi-heure, la France a été brutalement frappée, sidérée, 130 morts, des centaines de blessés. Un événement qu'il faut décrypter. Comment comprendre et analyser cet événement ? Comment s'en souvenir et en garder la mémoire alors que de multiples victimes et témoins l'ont vécu différemment et ont leur version ? Alors que des millions de Français l'ont pratiquement suivi à la télévision en même temps. Chaque témoin a sa version des faits. Où est la vérité ? C'est l'objet de cette table ronde, de réfléchir sur la mémoire et son devenir. Et c'est là que nous retrouvons le thème de cet après-midi et des entretiens. Mémoire individuelle et mémoire collective, comment l'une et l'autre s'interpénètrent et comment s'alimentent-elles réciproquement. Pour cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants qui travaillent sur la mémoire et qui ont entrepris ce travail de mémoire et sur la mémoire et qui vont nous éclairer sur ce qui peut apparaître anodin, peut-être même étonnant. Pourquoi, après tout, réfléchir sur un événement d'il y a quelques années, que tout le monde a vu à la télévision ? Donc, à ma gauche, Christophe Naudin, vous êtes professeur d'histoire et historien, auteur du journal d'un rescapé du Bataclan, sous-titré « Être historien et victime d'attentats », paru en 2020 aux éditions Libertalia. À ma droite, Denis Péchanski, historien de nombreux ouvrages, qui a beaucoup travaillé sur la mémoire, directeur du CNRS, membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques, et qui, depuis avril 2016, est co-responsable avec le neuropsychologue Francis Eustache du programme 13 novembre, programme de recherche. Et enfin, Karine Péchanski, ingénieure de recherche au CNRS, qui a la lourde tâche dans ce programme de coordonner, au titre de secrétaire général, toutes les actions, tous les programmes. Nous allons bien sûr en reparler. Je vous propose, pour cette table ronde, de nous organiser en 3 axes. Parler déjà de ce programme du 13 novembre, qui n'est pas une chose évidente à première vue à comprendre, dans ses objectifs et ses réalisations. Ensuite, de prendre le temps d'interviewer Christophe Naudin. Et puis, dans un dernier temps, si nous en avons un peu le temps, d'évoquer le procès récent, qui s'est terminé au mois de juin, après 10 mois de procédure, vous savez, qui a remis en mémoire ces questions et en actualité de mémoire. Merci encore à tous les 3. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour les entretiens d'Auxerre de vous accueillir et d'avoir vos interventions. J'ajoute que nous garderons une quinzaine de minutes pour poser des questions. 15-20 minutes, donc à partir de 15h40, 15h45. Alors commençons tout de suite par le programme. Denis, vous avez été sollicité au CNRS par l'ancien président Alain Fuchs sur cet attentat du 13 novembre. On vous a demandé comment réagir. Il se trouve que vous aviez déjà mené un programme sur la mémoire par vos travaux anciens, sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, les années noires. Vous avez d'ailleurs publié des ouvrages là-dessus. Comment ces travaux antérieurs, ces Memory Studies, vous ont aidé à construire ce programme ? Bien, tout d'abord, un grand merci. Moi, c'est une première, les entretiens d'Auxerre, et ça fait donc 2 jours qu'on est là, et on reviendra. Hein. Enfin, dans le public, hein. On ne s'invite pas nous-mêmes quand même. Je reviens un petit peu sur ce que vous disiez sur l'historique de l'affaire, parce que moi je suis un historien de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est d'abord sur cette question-là que j'ai travaillé, et bien sûr j'ai eu à rencontrer les questions de mémoire, mais c'est
d'abord sur les événements eux-mêmes, sur Vichy, sur la résistance, sur les camps d'internement que j'ai eu à travailler. Et là, avec ce programme, et avant avec les travaux que j'avais lancés depuis New York, l'idée, c'est pas de travailler sur l'événement, mais sur la mémoire de l'événement. Et en plus, de nous interroger, comme vous l'avez dit, sur l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective. Quand je me pose la question, en travaillant avec les équipes de New York, peu importe le contexte, mais sauf que évidemment c'est à la fois la Deuxième Guerre mondiale et 11 septembre, donc vous voyez le lien, c'était à la fin des années 2000, je partais avec un postulat. L'idée, et ça allait évidemment à l'encontre de ce qui était dominant aussi bien chez les psys que les neuropsychologues ou neuroscientifiques que chez les sciences humaines et sociales, je partais avec l'idée qu'il était impossible de comprendre pleinement ce qui se passait dans ce que nous appelons, nous, dans nos domaines, la mémoire collective, donc une représentation sélective du passé, si on ne prend pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire, d'autant plus qu'on a travaillé avec des témoins. Et inversement, qu'il était impossible de comprendre pleinement ce qui se passait dans le cerveau si on ne prenait pas en compte l'impact du social, et de fait, l'imagerie cérébrale le montrait, et commençait à le montrer de plus en plus. Et donc, ça impliquait, évidemment, de travailler en commun, de conserve, avec des sciences humaines et sociales, des sciences de l'ingénierie, des neuroscientifiques, des cognitivistes. Et ça, c'est le début de nos travaux. Alors, on démarre sur ces deux thématiques, 11 septembre et Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, on obtient ce qu'on appelle un équipement d'excellence, peu importe, sauf que ça a été important pour nous, ça nous a permis de développer des outils technologiques pour répondre à notre interrogation, qui est de travailler sur la mémoire et l'interaction entre mémoire individuelle et mémoire collective. Bon, c'était quand même pas évident. Et puis arrive le 13 novembre, où là, effectivement, c'est un peu au même moment, parce qu'en fait, c'était même juste avant que Alain Fuchs fasse un appel à la communauté scientifique, il y avait la conviction pour nous, bon, là, on peut pas, il faut qu'on réagisse, quoi. On fonce. Voilà. Et donc là, c'était de mon côté, je dis, aïe, on y va, on va interviewer 1000 personnes 4 fois en 10 ans. Bon, vous imaginez ce que ça veut dire quand on lance une idée comme ça. Bon, je téléphone à mon copain Francis Eustache, qui travaille avec moi depuis quelques années dans le cadre de Matrice, donc l'équipement d'excellence. Et Francis, lui, justement, ça tombe bien, après ça, je voulais absolument travailler sur le trouble de stress post-traumatique. Vous connaissez tous, hein, maintenant, c'est quelque chose de ce qu'on appelle le PTSD, pour reprendre le sigle anglais, beaucoup mieux connu que le TSPT, le sigle français, et en gardant bien l'accent français, évidemment. Mais il voulait travailler là-dessus. Et ça a démarré comme ça. Voilà. Donc on le voit bien, on est à la croisée des chemins. Il y a une émotion citoyenne pour Denis et beaucoup d'entre vous. Il y a cette interrogation du monde des sciences sociales et sciences du vivant, comme tu viens de le dire, qui s'interroge sur le fonctionnement de la mémoire. Et puis il y a aussi le passé proche, les événements du 11 septembre, le rôle des... Peut-être tu vas en dire un mot tout à l'heure, le rôle des mémorials et puis des musées, hein, le mémorial de Caen, le Memorial Museum à New York. Tout ça fait que vous avez commencé un programme qui est transdisciplinaire et qui est inédit et innovant, qui est un programme très important dont il faut saisir la mesure. Alors, Karine, vous êtes donc secrétaire générale et vous avez la lourde tâche de coordonner tous ces projets. On ne se rend pas compte de l'énormité des choses qu'il faut mettre en place. Il y a eu beaucoup d'études, de programmes, de phases, de cercles. Alors là, vous êtes en train de vous demander ce que c'est que ces histoires de phases, de cercles. Karine va vous en parler. C'est un programme très scientifique. Hein. N'oublions pas que nous sommes dans une démarche de volonté de marier la mémoire individuelle et collective pour produire un récit objectif. Et c'est en ça que la mémoire peut conduire à une histoire objective. Donc, Karine, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, aujourd'hui comme
jadis, au début du programme, comment vous avez lancé les opérations. Ouais. Bonjour à toutes et tous, et merci de votre présence. Donc, sur le début du programme 13 novembre, Denis l'a dit, il a énoncé cette idée que nous allions enregistrer 1000 personnes à 4 phases temporelles différentes, 2016, 2018, 2021, 2026. Pour cela, nous devions contacter d'autres institutions pour nous épauler dans cette entreprise. Le tout premier point de départ, on ne peut pas comprendre comment nous avons collectivement construit le programme 13 novembre dans ces 4 principaux protocoles de recherche si l'on n'a pas en arrière-plan la connaissance du fait que nous étions en train de travailler depuis 2014 sur notamment des corpus de témoignages de survivants de la Seconde Guerre mondiale qui avaient été collectés dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais pas encore réécoutés, ni transcrits, ni référencés, ni annotés. Ce travail se passe dans le cadre de l'équipe ex-matrice. Mon travail, effectivement, c'est d'écouter les chercheurs, de créer les équipes, de faire en sorte que tout se déroule au mieux sur le plan administratif, financier, juridique, ressources humaines. Et donc, c'est effectivement un travail important, mais qui ne peut pas se faire sans les chercheurs. Donc, les 5 mois que nous avons passés entre novembre 2015 et mars 2016 à construire collectivement entre chercheurs et ingénieurs le programme, c'est une période extrêmement intense, où là, nous avons effectivement défini ce qu'était l'étude 1000, ce qu'était l'étude Remember, qui est un protocole de recherche biomédicale avec l'équipe de Francis Eustache à Caen, l'étude CREDOC, qui est une étude représentative sur un panel de 3000 personnes, puisque elle fait un peu le pendant de l'étude 1000, c'est-à-dire que quand Denis évoque 1000 entretiens à réaliser à Paris, en Île-de-France et dans 3 villes de province, Caen, Metz, Montpellier, nous savons que sur le plan scientifique, notre étude ne va pas être représentative. Deuxième chose, donc le CREDOC, lui, va mettre en place des entretiens en face à face et des entretiens par web questionnaire sur la perception et la mémorisation des attentats de novembre 2015 à raison de 2 fois par an, chaque fois que, du côté de l'étude 1000, nous engagerons des enregistrements audiovisuels avec les volontaires. Donc, l'étude 1000, 2016, 2018, 2021, 2026, le CREDOC, à chaque fois, lance 2 enquêtes auprès d'un sondage auprès d'un panel représentatif de 3000 personnes. Et puis, la 4e étude, qui est plutôt le pendant sur le plan de la santé publique de l'étude Remember, c'est une étude qui avait été menée après les attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Montrouge, l'Hypercacher, par l'Institut de veille sanitaire qui va être fusionné en 2017 ou 2016 dans ce qu'on appelle à l'heure actuelle et que tout le monde connaît, Santé publique France. Cette enquête qui est menée après les attentats de janvier 2015 de la part de l'Institut de veille sanitaire a pour objectif de prendre en compte le vécu post-attentat de civils et d'intervenants pour favoriser l'amélioration de la prise en charge en matière de santé publique. Donc vous voyez que l'étude Remember va se focaliser sur 200 personnes qui seront 200 personnes qui auront aussi participé aux entretiens audiovisuels. Et l'idée étant qu'à terme, nous puissions enrichir les observations médicales et scientifiques faites lors des 2 jours de protocole de recherche à Caen du récit des individus qui viennent participer à l'étude 1000. Merci Karine. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non ? Je ne sais pas si j'aborde les cercles tout de suite. J'allais vous poser la question. Voilà. Donc, vous avez bien remarqué et compris que c'est une entreprise de longue durée, on pourrait dire longitudinale, qui rappelle un petit peu, qui évoque un peu, vous savez, ce courant de l'histoire qu'on avait appelé l'école des annales, où on avait cherché à marier de nombreuses disciplines. Là, on est vraiment au-delà, même d'une certaine façon. Et j'allais poser cette question, alors Karine, peut-être Denis aussi pourra abonder.
sur un exemple de protocole très précis. On a parlé, il y a 4 cercles dans votre étude, il faut que vous nous expliquiez de quoi il s'agit et pourquoi c'est important. Vous pouvez peut-être parler aussi du speech to text, de la protection des données, enfin bref, je pense que vous allez pouvoir nous éclairer. Sur les cercles. Donc effectivement, quand vous vous engagez sur le plan théorique, vous vous engagez à faire des entretiens audiovisuels avec 1000 personnes, vous construisez votre étude scientifique en catégorisant la population que vous souhaitez inviter à participer. Donc, collectivement, nous avions défini 4 cercles. Le cercle 1 est le cercle des volontaires qui ont été présents sur les lieux des attentats, c'est-à-dire des personnes exposées, qu'elles soient civiles, qu'elles soient intervenants, professionnels, peut être les militaires, défense, intérieur, les policiers, les services de secours, les personnels hospitaliers, les aidants de première ligne. Les politiques également, impliqués dans la gestion de crise, et les familles endeuillées. Le cercle 2, ce sont des personnes qui habitent ou travaillent dans les quartiers touchés, mais qui n'étaient pas présentes sur les lieux des attentats. Donc, quand je dis quartier touché, c'est le 10e, le 11e, une frange du 12e et Saint-Denis, puisque les attentats du Stade de France sont évidemment inclus dans notre étude. Le cercle 3 sont des personnes qui travaillent ou habitent dans les quartiers non touchés, en Île-de-France, Paris-Île-de-France avec Saint-Denis, et le cercle 4 sont des personnes qui habitent à proximité de 3 villes moyennes de province, Caen, Metz, Montpellier, et qui n'ont pas été directement concernées par les attentats. C'est important parce que vous savez qu'il y avait des provinciaux qui étaient à Paris ce soir-là pour fêter des anniversaires, pour profiter d'un spectacle. Et donc, si quelqu'un de la région de Caen, Metz, Montpellier est directement concerné dans sa vie personnelle par un proche qui a été assassiné sur les terrasses ou dans la salle de spectacle, il passe en cercle 1. Il n'est pas considéré comme cercle 4. Voilà. Ces 4 cercles sont très importants puisque nous les avons également définis par rapport à une classification de l'Association américaine de psychiatrie qui s'appelle le DSM-5 et qui permet de catégoriser les différents critères définissant le trouble de stress post-traumatique. Je suis bien claire? Ça va? Je crois que mon micro ne marche plus, mais c'est très clair, effectivement. Ça dépend comment je le tiens. Est-ce que Denis veut ajouter quelque chose? Peut-être parler de la reconstruction de la mémoire, parce que on pense toujours que la mémoire, c'est un livre qu'on laisse sur une bibliothèque, qu'on peut reprendre des années après, comme si c'était quelque chose de fixe, des données dans un neurone ou deux. En fait, c'est autre chose, la mémoire, Denis. Tu as tout à fait raison, c'est la question clé. La mémoire est dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elle évolue avec le temps, je n'ai pas besoin de vous le dire, bien sûr, mais il faut l'avoir toujours en tête, mais aussi qu'elle agit sur le temps. Quand, par exemple, le 11 janvier 2015, on a cette gigantesque manifestation, la plus grande manifestation qu'a connue le pays de toute son histoire, c'est pour réagir à ces attentats de janvier, donc contre Charlie Hebdo, Hypercacher, les juifs d'Hypercacher et les policiers, la policière de Montrouge en particulier, qui est assassinée. Et c'est une réaction qui se fait au nom des valeurs héritées de la Révolution française. C'est-à-dire la mémoire se mobilise en quelque sorte pour agir dans le présent. Donc ces 2 composantes-là vont apparaître aussi sur le 13 novembre, et pour le 13 novembre. Et l'intérêt d'une étude longitudinale, c'est de voir à la fois l'évolution de la mémoire individuelle à travers les 1000 personnes. Il faut vous rendre compte, pour déjà vous donner des éléments chiffrés, parce que le défi majeur, vous l'avez compris, c'est que les personnes reviennent. On les interviewe en 2016, il faut qu'ils reviennent en 2018, en 2021,
Et puis on verra en 2020, en 2026. Là, on peut vous faire le bilan après la 3e phase. À chaque phase, 80%, près de 80% des personnes, des volontaires sont revenus. C'est donc d'une richesse, je vous le dis tout de suite, d'une richesse exceptionnelle. D'abord, ça construit le patrimoine de la mémoire du 13 novembre, et du plus proche au plus lointain de l'événement. Et en plus, on va pouvoir comparer l'évolution de la mémoire individuelle de ces personnes, puisque, je crois, pour 570 personnes, on a déjà 3 entretiens en 7 ans. Et moi, historien de la Deuxième Guerre mondiale, je me dis, mais si j'avais pu avoir des témoignages, là, disposer de témoignages audiovisuels avec toujours les mêmes questions, parce que on ne l'a pas évoqué, on pose toujours les mêmes questions à toutes les personnes et à chaque phase. Ça veut dire qu'on est dans les conditions en audiovisuel, ce qui donne des choses d'une richesse unique. Et donc, on se retrouve avec 570 personnes, et je me dis, si j'avais pu avoir ça pour travailler sur la Seconde Guerre mondiale, 1945, 47, 50, 55, bon, alors simplement pour vous donner une indication, mais le résultat, ça veut dire que sur la première phase, 1431 heures audiovisuelles, ça veut dire, alors on parlait de speech to text, il y a tous des outils qu'on a développés, on parlait de Matrice, grâce à Matrice on a développé des outils, dont l'outil de transcription automatique, puis ensuite les corrections, enfin bon, on va évidemment pas rentrer dans le détail, mais dites-vous qu'on se retrouve à l'arrivée, rien que sur la première phase, à 934 personnes, 1431 heures audiovisuelles, transcrites, ce qui fait qu'au bout du compte, si on prend les transcriptions papier, c'est l'équivalent d'un livre de 40 000 pages. Donc il y a de quoi faire, hein. Et ça veut dire qu'on peut travailler sur le texte, sur le vocabulaire, sur la syntaxe. On peut travailler, comme on a des images, on va pouvoir travailler sur les comportements, sur les émotions, sur le bloc même image, texte, son. Et je veux dire, là, il y a vraiment de quoi faire. On a commencé quand même, on a une vingtaine de thèses, hein, dont 8 ont déjà été soutenues, mais encore 12 en cours. Donc c'est pour dire que, voilà. Et puis il y a tous les travaux de recherche de toutes nos équipes qui ont été mobilisées. Donc voilà, on progresse. Peut-être je peux évoquer le cas particulier du trouble de stress post-traumatique en 2 minutes. On en reparlera peut-être avec... Après le témoignage, oui, puisque tout à fait. Alors vous l'avez bien compris, on est en train de constituer une gigantesque base de données qui constituera, on parlait au début de cette table ronde des rapports entre l'histoire et la mémoire, on est en train de constituer une vaste base de données historiques pour les historiens, actuellement les post-doctorants, mais ceux d'aujourd'hui comme demain. Tu évoquais tes travaux sur Vichy. Si on imaginait que votre travail ait pu se faire en 40, on aurait une immense source, par exemple, sur les 10 millions de Français qui sont partis en exode. Vous imaginez tous ces gens qui auraient pu témoigner et dont on aurait la trace aujourd'hui. C'est un peu ça que met en œuvre le programme du 13 novembre. Et c'est aussi une base patrimoniale, hein, il ne faut pas l'oublier. Tu as eu tort de parler de l'exode. Bon, donc je t'arrête une seconde parce que c'est un exemple que je prends toujours. Ah bon ? Bon. Quelles sont les conditions pour qu'un événement devienne un événement structurant de la mémoire collective ? Quand on prend la mémoire française de la Deuxième Guerre mondiale, l'exode est marginal, quelle que soit la période. Alors que si on interroge l'historien que je suis, je dirais que c'est un phénomène, et l'historien actuel, c'est un phénomène fondamental. Parce que c'est une sorte de destruction de l'intérieur, et qui évidemment est un élément clé pour comprendre ce qui va se passer dans le lien avec Pétain et dans l'État français, Vichy, etc. Donc, et la collaboration. Donc c'est fondamental comme pour l'historien. Et pourtant, ça n'est pas structurant de la mémoire collective. Les figures structurantes de la mémoire collective, suivant les périodes, ça va être le résistant, la victime juive, Vichy comme figure négative, l'allemand, enfin, etc. Donc il y a tout ça, et il manque
des éléments fondamentaux, comme l'Exode. Bon. Et l'Exode, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait avec l'Exode? Qu'est-ce qu'on fait avec la fuite, la honte? Qu'est-ce qu'on fait avec la peur? Qu'est-ce qu'on fait avec, souvent, le vol? On fait rien. Et ça renvoie à la définition de la mémoire collective, qui est une représentation du passé, alors que l'histoire, c'est une analyse du passé. Là, c'est une représentation du passé dans une société, mais une représentation sélective. On ne retient pas tout. Et cette représentation sélective, cette sélection, elle est fondée sur quoi? Sur le fait que ça doit ou non participer à la construction identitaire d'une société ou d'un segment de cette société. Là, qu'est-ce qu'on fait avec l'Exode? On ne fait rien. Au sens strict, c'est un événement qui n'a pas de sens. Et donc, il n'est pas retenu par la mémoire collective. Alors, ça ne se fait pas en appuyant sur un bouton. Hein. C'est des phénomènes, évidemment, profonds qu'on doit analyser. Mais dans les faits, là, c'est un exemple que je voulais prendre pour montrer la singularité des travaux sur la mémoire. Tu as bien fait de me donner tort, Denis. C'était très intéressant. Alors, vous voyez que ce programme est déjà quelque chose d'ampleur, qui fera date, et qui permet aussi déjà d'écrire l'histoire. J'ai cité tout à l'heure l'ouvrage de Christophe Naudin, mais il y a par exemple toute une bibliographie qui accompagne ces travaux. On a parlé des doctorants et des futurs ouvrages. Puis il y a cet ouvrage qui est paru en 2020 chez Odile Jacob, 13 novembre, dont Denis est un des co-auteurs, qui cherche à raconter les événements à partir de l'étude 1000 dont on vous a parlé et des 934 témoignages, et qui cherche d'être au plus près de la vérité à partir de cette collection, cette synthèse des mémoires individuelles qui fait mémoire collective. Je rebondis sur ce que tu dis. Alors, on peut avancer un petit peu et puis se demander si ce site que vous avez mis en place du programme 13 novembre vous a permis d'avoir un retour positif sur vos actions. Vous avez une newsletter qui paraît régulièrement. Je vous conseille d'ailleurs ce site, un programme 13 novembre. Vous avez des revues de presse, des journaux, des petites vidéos. Est-ce que vous trouvez, par exemple, Karine, que ça vous a aidé, que ça a permis de mieux faire connaître votre démarche ? Alors, quand je dis vous, c'est l'ensemble du programme. Oui. Le site web, alors nous avons obtenu des financements dans le cadre des investissements d'avenir, et donc il est bien évident qu'il fallait, pour que les personnes que nous invitions, qui voulaient participer à la première phase reviennent, et pour que l'ensemble du public soit informé de l'évolution et de l'état d'avancement des travaux, on a essayé de faire en sorte de placer sur ce site web, en accès libre, les rapports d'analyse des différentes études du CREDOC, qui sont donc téléchargeables par tout à chacun. On a essayé aussi de rassembler tout ce qui concernait et puis il y en a eu beaucoup, toutes les interviews des chercheurs du programme par rapport aux différentes études. Et effectivement, nous étions engagés dès la première phase auprès des personnes qui venaient participer aux études à les tenir informés de l'état d'avancement des différentes études. Et donc, on a conçu un 4 pages couleur qui sort semestriellement. On le fait vraiment en interne parce qu'on ne veut pas... Il y en a une grosse... il y a quelque chose d'assez important en termes de protection des données. Il est bien évident que nous sommes sortis de l'état d'urgence maintenant sécuritaire, mais on y était en 2016. Et vous pensez bien que la protection des adresses et des coordonnées des volontaires était d'autant plus délicate et d'autant plus importante à respecter qu'ils venaient d'être victimes d'attentats terroristes. Et donc, cette newsletter est vraiment fabriquée en interne. Tous les chercheurs participent à sa construction tous les semestres, et on s'efforce de donner un état d'avancement de là où nous en sommes dans chacune des études. Cette newsletter, elle est aussi téléchargeable sur le site dans la rubrique documents, soit en version française, soit en version anglaise. Et l'adresse du site, c'est mémoire13novembre.fr. Oui, c'est très facile à trouver et vous verrez, c'est très bien fait. Et vous pouvez aussi, pour ceux qui sont intéressés à lire, vous pouvez aussi télécharger la bibliographie scientifique
que nous actualisons régulièrement au gré des publications. Et puis, il y a également un dossier de présentation qui est actualisé lui aussi régulièrement et qui est vraiment destiné à des non-spécialistes. C'est-à-dire que ce n'est pas dans ce dossier de présentation qu'on va aller dans le détail du détail des découvertes scientifiques que nous faisons au fur et à mesure, mais on va s'efforcer de vous expliquer en quoi ce que nous découvrons ou ce que nous analysons nous semble très intéressant et réoriente aussi quelquefois les études telles que nous les envisagions à l'initiale. Et si vous savez compter, vous avez compris qu'on est en train d'écrire la newsletter numéro 12. Oui. Vous devez vous demander pourquoi je n'ai toujours pas interrogé l'intervenant qui est à ma gauche. Vous devez dire il doit être fâché avec... Oui, Christophe Naudin me dit qu'ils sont bavards. Mais c'est de ma faute, je leur pose des questions. C'est le tour de Christophe d'intervenir. Vous avez vécu l'attaque du Bataclan depuis la fosse. Vous avez croisé le regard du terroriste Sami Amimour. Vous avez frôlé la mort. Et très tôt, vous avez décidé, dès le mois suivant, en décembre 2015, de tenir un journal. Et cela pendant 3 ans. Dès la première page de votre journal, vous évoquez votre désir de profiter de la vie, on le comprend bien, et de vous sentir vivant, mais vous insistez aussi sur le devoir de témoigner et d'expliquer, en faisant, ça m'a frappé, dès le début, dès la première page, l'exégèse d'un magazine en ligne de Daesh, l'État islamique, qui a revendiqué les attentats du 13 novembre, et en expliquant qu'il suffisait d'aller sur cette page pour comprendre déjà beaucoup de choses sur les attentats. Alors, croyez-vous que ce soit votre formation de médiéviste, notamment spécialiste des questions d'islam, votre profession, puisque vous êtes professeur, ou votre qualité d'historien, puisque vous avez écrit là-dessus, qui a joué, ou est-ce que c'est tout simplement un engagement personnel ? Bonjour, merci déjà pour l'invitation. Je pense que c'est un peu tout ça. Alors déjà, le journal en lui-même, j'avais pas du tout prévu de le publier, et donc ce sont mes éditeurs, parce que j'avais publié d'autres livres chez eux, qui m'ont proposé en 2019, je crois, ou début 2020. J'aurais proposé autre chose, et ils m'ont dit ça, tu parles d'un journal intime, est-ce que tu pourrais le publier ? J'ai dit non, ça n'a aucun intérêt en tant que tel. Et puis on en a discuté et je me suis dit ça peut être pas mal en enlevant quand même la partie vraiment intime, même si en fait elle était assez courte dans ce que j'avais écrit, en faisant un avant-propos pour expliquer dans quel contexte j'ai écrit ça et une postface pour revenir moi-même sur ce que j'avais écrit là-dedans. Et donc en fait c'est vrai que je parle très peu dans ce journal publié, et même ce qui n'a pas été publié, de l'attentat lui-même. Je parle plus de mon ressenti de ce qui se passe ensuite dans la société. Et donc la première chose effectivement dont je parle, c'est en décembre 2015, l'État islamique publiait régulièrement une revue en français et dans d'autres langues. Et c'est une revue ce numéro-là est très intéressant parce qu'il parle des enseignants, notamment. Et vu que je suis enseignant, je me sentais concerné, qui estiment que les enseignants, sont parmi les ennemis publics numéro 1, si je puis dire, du djihadisme, parce qu'on enseigne entre autres la laïcité, mais pas que. Et je me suis dit, c'est intéressant d'étudier ça. En tant qu'objet, parce que j'ai été confronté à ça directement, il y a eu une espèce de collision entre ce que j'avais vécu personnellement et des sujets qui m'intéressaient effectivement depuis très longtemps, puisque quand j'ai repris les études dans les années 2000, je me suis intéressé à l'islam politique et ensuite à l'islam médiéval, tout ça en même temps, donc ça faisait beaucoup de choses. Et en plus, ce qui était dit dans ce journal de l'État islamique allait un peu à contrario de ce qu'on entendait et ce qu'on continue un peu à entendre sur l'analyse en fait du djihadisme et dans les médias et chez les politiques. Et pendant tout le journal, pendant notamment l'année 2016, un peu 2017, il y a beaucoup de moments où je suis très énervé contre les récupérations politiques et pour moi les pseudo-analyses. Ça a recommencé un peu avec le procès. Du djihadisme. Et je me disais, mais tout est là-dedans, en fait, tout est dans leur journal. Ils disent qu'ils nous attaquent pour telle ou telle raison. Il y avait aussi la revendication des frères Klein, quelques jours après, le 13.
Et pourtant, on entend toujours dans les médias ou chez les politiques ou même chez certains scientifiques des analyses qui, pour moi, après je peux me tromper, n'étaient pas justes et n'allaient pas. On cherchait des raisons qui, pour moi, n'étaient pas les bonnes. Et donc, pendant toute l'année 2016. En partant de là, je réagis régulièrement. En plus, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'attentats en 2016, 2017, même 2018. Et donc, il y avait toujours les mêmes réactions ensuite des médias et des politiques. Et j'avais l'impression à chaque fois qu'ils se trompaient. Donc, je réagis là-dessus dans le à chaud, vraiment, dans mon journal. Et je me suis dit, voilà, quand je vais le publier, si on le lit sans l'avant-propos et sans la postface, c'est un petit peu brut et parfois on peut un peu se tromper sur ce que je pensais. C'est pour ça qu'ensuite j'ai recontextualisé. Et ça, tout ça en fait, c'est une déformation professionnelle, je pense, à la fois en tant qu'enseignant, historien et en plus, on va dire spécialiste des questions d'islam, même si c'est plus l'islam médiéval ma spécialité. Donc voilà, il y a eu tout ce mélange-là qui s'est fait. Et quand je l'ai fait, puisque je voulais pas le publier à la base, je l'ai fait parce que ça me faisait du bien, tout simplement. Je sortais, je profitais de la vie, j'essayais, en 2016 en tout cas, et quand je rentrais chez moi, j'étais pas forcément bien et j'avais besoin de me vider en faisant ça. Bon, rassurez-vous, même sans lire la postface, parce que l'ouvrage est composé donc de témoignages pris au jour le jour, jetés, j'imagine, chaque soir sur le papier, puis après retranscrits. Oui. Ce qui est là-dedans, c'est exactement, ça n'a pas été réécrit par mes éditeurs, oui. Etc. C'est tel quel. Je me mettais devant mon ordi, j'écrivais, et puis des fois ça dure 2 lignes, parfois 30 pages, pardon. Et puis ce qui est intéressant, selon moi, c'est qu'en 2016, il y a beaucoup d'occurrences. Et en fait, plus j'avance dans le temps, moins il y en a. J'écris parfois tous les jours et après, petit à petit, j'écris de moins en moins en parallèle avec ce qui se passe. C'est vrai que 2018 est moins dense que les autres années. Mais effectivement, on a l'impression d'un exercice libératoire, d'écriture libératoire. Mais la postface que vous écrivez après n'est pas si différente, je trouve. Et on voit bien que vous pestez, et je pense que beaucoup de gens qui liront ce livre penseront comme moi. On voit bien que vous êtes agacé par tous ces spécialistes djihad, que vous appelez d'ailleurs des djihadologues. Et on en connaît beaucoup qui passent sur les chaînes d'information et qui se donnent le titre de spécialiste en salafisme ou en djihadisme ou en je ne sais quoi, et puis qui sont pas plus spécialistes que certains. Alors, vous avez aussi participé au programme du 13 novembre, puisque vous êtes allé à Caen pour le Remember, vous allez nous en dire un mot, mais vous avez tenu aussi à vous engager, c'était le sens aussi de ma première question, en cherchant à témoigner autrement, avec vos élèves, en faisant des actions pédagogiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Alors, avec mes élèves, j'ai pas tant... en fait, j'ai très vite, parce qu'évidemment, on a tous eu des sollicitations médiatiques très très rapidement, parfois un peu violentes. Mais moi, j'ai pas forcément j'ai fait un tri évidemment, mais je me suis dit très vite, ça c'est peut-être aussi une des formations professionnelles. Et puis, ce qui m'intéresse, je me suis dit, il faut des témoignages. Alors, c'était pas totalement pensé, mais je me dis, il faut que je témoigne, et puis ça me dérange pas plus que ça. Après, je choisissais mes médias, on peut toujours choisir ses médias. Et donc, j'ai témoigné assez rapidement dans quelques médias, classiques, type, France 2, Parisien, des choses comme ça. Puis, vous êtes un des premiers à être intervenu sur Mediapart, puis après, Huffington Post. Voilà, le Huffington Post, mais Mediapart... en fait, Mediapart, c'est ça que c'est mon premier témoignage, j'avais oublié comme ça, mais quelques jours après, je crois que c'est le mercredi suivant les attentats, quelqu'un qui connaissait des gens à Mediapart m'a dit, ça te dirait pas de faire un texte, et en fait, c'est ça que ça a un peu provoqué ce livre, en fait. J'ai juste écrit, j'ai dit, ah oui, ce serait bien, je me suis mis... Je raconte parce que c'est important pour les détails, mais je me suis mis devant mon ordinateur avec une bière et en écoutant Led Zeppelin. C'est la première fois que je réécoutais de la musique rock depuis le soir du 13. Et j'ai raconté ma soirée de façon très factuelle. Il y a plein de gens qui ont été étonnés de la façon un peu froide avec laquelle je racontais ça. Mais en fait, ça m'a fait du bien et ça m'a beaucoup servi après parce que quand les gens me demandaient comment c'était passé, même si on me l'a demandé rarement en détail, je renvoyais, je disais allez lire le truc dans Mediapart. Et ça a déclenché quelque chose. Et c'est après comme ça que j'ai voulu témoigner. Que j'ai voulu que quand il y avait des sollicitations, ça m'arrivait assez régulièrement de répondre. Par contre, les élèves, non. Les élèves, en fait, j'en ai pas parlé aux élèves parce que
Pour faire vite, mais il y a eu l'attentat le 13 et j'étais avec un de mes collègues. Enfin, j'étais avec 2 amis, un qui a été tué et un autre qui était mon collègue dans mon collège et lui qui s'en est sorti. Et dès le lundi, enfin, on a eu le dimanche, on a eu le principal de notre collège, il nous a demandé ce qu'on voulait faire. Et on lui a dit qu'on voulait venir le lundi pour que les élèves nous voient, en fait. Et nous, on voulait voir les élèves, on voulait voir nos collègues. Et donc on a été arrêté une semaine, on aurait peut-être dû faire plus, mais en tout cas on a été arrêté une semaine, mais le lundi suivant les attentats, au moment où les collègues par binôme recevaient les élèves pour en parler, nous on est venus pas pour voir les élèves, ils nous ont croisés dans la cour, mais on avait besoin d'être présents. Mais c'est la seule fois en fait où il y a eu vraiment, les élèves nous ont vus, et en classe après, je raconte dans le livre, mais il y a quelques échanges, quelques questions, mais j'en ai jamais parlé directement aux élèves en fait. Quand ils me posent des questions, ce qui arrive rarement, je leur réponds, mais c'est souvent des questions, ils sont beaucoup plus pudiques et empathiques que les adultes, la plupart. Et donc je réponds vite fait à une question, mais je suis jamais rentré, j'ai jamais témoigné devant les élèves comme peuvent faire d'autres victimes. Par contre, effectivement, dès que j'ai eu vent de cette étude, de programme 13 novembre, j'ai vraiment pas hésité. Je me suis dit, c'est exactement ça qu'il faut. Je me dis, en tant que victime, ça m'intéressait d'y participer, et en tant qu'historien, j'avais vraiment envie de lire ce que ça allait donner plus tard. Voilà. Oui, effectivement, il y a de très belles pages dans votre journal sur les rapports que vous avez avec vos élèves et l'empathie qu'ils ont à votre égard. Je reviens une seconde sur l'article de Mediapart et sur vos différentes interventions dans la presse ou sur les réseaux sociaux. On a l'impression que vous n'arrivez pas à convaincre, en tout cas on le ressent, les gens que vous pouvez être sincère sans vous dévoiler. Et il y a toujours ce reproche de froideur. Est-ce que ça fait partie du stress post-traumatique ou de la volonté de se protéger ? Alors, c'est pas une volonté dans le sens où c'est pas calculé, mais on est régulièrement, c'est ce qui revient chez les victimes, le côté, oui, je pense que c'est une partie du stress post-traumatique, le côté très automatique. Déjà, quand on est pendant l'attentat lui-même, on est beaucoup à être passé en mode automatique. Et après, il y a surtout ce témoignage, je l'ai écrit quelques jours après. Il y a un côté, très factuel, et souvent les journalistes, qui la plupart étaient d'ailleurs eux aussi très empathiques, étaient étonnés qu'on rentre pas dans les détails, ça à la limite, mais qu'on ait un côté très factuel en fait. On est beaucoup de victimes que je connais, j'en connais un certain nombre, notamment par les associations. On est comme ça. Et je pense que c'est pas calculé, mais c'est une façon de se protéger. Les détails, on n'en a pas besoin, on les connaît entre nous, et puis on se dit que ça sert à rien d'en parler aux gens, et puis on a très peu de questions là-dessus. Et donc ça peut faire un peu robotique parfois. Mais... Je reviens un instant vers vous avant de reprendre la conversation avec Christophe. Est-ce que vous avez ressenti, puisqu'on parlait du programme, de l'évolution, de la newsletter, du site, que vous arriviez à convaincre les journalistes de cette évolution, du fait qu'on peut difficilement se libérer quand on est rescapé, ce travail de la mémoire, du post-traumatique, est-ce que vous avez vu une évolution de votre côté dans vos études et votre travail de recherche ? Par rapport à l'évolution, par rapport aux journalistes, je vais laisser Denis prendre la parole tout de suite après moi. Je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure des retours des volontaires. Les retours des volontaires sur ce qu'ils vivaient quand ils participaient à l'étude, on ne l'a pas eu via le site web. On l'a eu via Facebook, parce qu'on a un Facebook. On l'a eu via Internet. Je dirais qu'on avait l'équipe de médiateurs qui appelait les personnes qui s'étaient inscrites pour participer et qui veillait quand même aussi, après que les personnes soient venues, un peu sur la sphère numérique, enfin sur la sphère d'Internet, on regardait quand même si on avait des retours et ce qui se disait sur le 13 novembre. Parce que maintenant, après la 3e phase, je peux dire que nous sommes assez rodés. Nous connaissons nos volontaires, mais il est clair qu'au moment du début de la phase 1, nous n'avions pas le droit d'avoir accès à la liste unique des victimes qui était tenue par le gouvernement et de manière légitime. On n'avait pas le droit non plus d'obtenir les adresses ou les coordonnées de volontaires qui avaient participé à d'autres études, simplement parce que le droit ne le permet pas. Et donc on est parti de zéro. Donc pour partir de zéro et pour arriver à intéresser 1000 personnes, il faut en contacter beaucoup plus, ou en tout cas il faut en sensibiliser beaucoup plus. Donc ces retours, on les a eus en interne, mais pas via le site web. Ça, c'était vraiment d'autres retours. Et je constate
que nous avons toujours eu un très bon retour aussi de la part des journalistes. Beaucoup de journalistes sont venus vers nous, sont venus vers Francis, vers Denis, vers Francis Eustache, Denis Péchanski, Pierre Gagnepin. Enfin, on a eu une très bonne couverture médiatique et une couverture médiatique intelligente. Donc vous avez contribué à façonner les esprits, à donner une meilleure conscience de la... Ouais. Façonner, peut-être pas le mot. C'est pas façonné, mais en revanche, on a été, et d'ailleurs en convergence avec les associations de victimes, on avait deux choses à faire comprendre et qui traversent les questions de mémoire. La première, puisque la mémoire est un tri, que la mémoire fonctionne aussi avec l'oubli, qu'il y a des mécanismes de ce que j'appelle la condensation mémorielle. Bon. Arrêtez de parler des attentats du Bataclan. Ça a été un fil rouge des deux associations qui, en l'occurrence, sont présidées par un père endeuillé du Bataclan et un survivant du Bataclan. Donc, s'ils disent « arrêtez », c'est Bataclan, les terrasses, Stade de France. Bon. Et nous, on y allait à fond. Pourquoi ? Parce que quand il y a condensation mémorielle, comme il y a toujours comme ça, et si jamais on laisse faire, c'est la double peine pour les survivants, pour les familles endeuillées, des terrasses, du Stade de France. Non seulement ils subissent ce qu'ils ont subi, mais en plus, ils ont parfaitement conscience de ce que nous, on notait par nos études du Crédoc, c'est-à-dire que, oui, la mémoire collective les oubliait. Alors on verra dans la troisième partie ce qu'il en est du procès et de ses conséquences. Mais ça, pour nous, ça a été une ligne de conduite, ce qui fait que maintenant, quand vous entendez les journalistes, il y en a très très peu qui dérapent, on va dire. Il y en a encore, mais à chaque fois, on est bon. Mais la deuxième chose qu'on voulait faire passer aussi, c'est de comprendre qu'à côté des blessures physiques, il y a des blessures psychiques. Le trouble de stress post-traumatique, c'est un choc traumatique, ce qui est classique après un événement de cette ampleur, évidemment. C'est un choc traumatique qui s'incruste, qui dure plus d'un mois. C'est la première caractéristique du trouble de stress post-traumatique, il faut qu'il s'incruste. Plus d'un mois. Bon. La deuxième, c'est que c'est caractérisé par des images intrusives, donc des images qui vous viennent sans que vous puissiez les contrôler. Et ces images intrusives, c'est généralement des images complètement décontextualisées. C'est sur le gun, c'est sur une flaque de sang, c'est sur la tête d'une personne qui était à côté, enfin, etc. Ça se polarise, c'est décontextualisé. Donc, images intrusives qui vous viennent sans que vous puissiez sans que vous les ayez convoquées. L'autre caractéristique, c'est le ressassement qui est associé à ces images intrusives. Elles reviennent de façon récurrente. Et ça renvoie à la responsabilité aussi des chaînes en continu, d'infos en continu. Je n'ai pas arrêté de leur dire, attention, en faisant votre système de on met des images, et puis on attend un quart d'heure, et on donne de nouvelles images, et ainsi de suite, et puis on recommence, vous participez à développer des pathologies qui sont proches du trouble de stress post-traumatique et du ressassement qui est caractéristique du TSPT. Autre caractéristique du TSPT, l'évitement. C'est-à-dire que, puisque vous avez ces images intrusives, vous allez tout faire pour éviter de voir ressurgir cette douleur. Ça veut dire que vous n'allez plus dans les restos, vous n'allez plus évidemment dans les salles de concert, vous n'allez plus dans les lieux publics, vous ne prenez plus les transports en commun. C'est très caractéristique de nombre des personnes qu'on a pu interviewer. Voilà. Donc, plus évidemment les problèmes d'humeur, enfin, etc. Ça vous donne le tableau clinique du trouble de stress post-traumatique et on a fait comprendre ça aussi. C'était notre rôle de le faire comprendre. C'était non seulement notre objet d'étude, bien entendu, avec l'équipe de Caen, et on a eu des résultats assez spectaculaires, mais aussi notre responsabilité sociale, c'était de le faire comprendre à un plus large public et donc d'abord aux journalistes. Un travail citoyen, d'éveil bienveillant, et on gardera le mot façonné pour les journalistes qui dérapent, Denis.
Alors, puisqu'on est sur le stress post-traumatique, peut-être qu'on pourrait se tourner du côté de Christophe. Dans votre journal, vous parlez d'ailleurs, on sent des fois beaucoup de colère, et vous parlez de vos flashs, des réminiscences qui ne sont pas d'ailleurs apparues tout de suite. Vous parlez de votre psy, et vous parlez même, je me souviens, d'un oubli que votre sœur vous aurait rappelé. Vous ne vous souvenez plus avoir appelé vos parents tout de suite après être sorti du Bataclan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce stress post-traumatique ? Alors déjà, Denis a bien résumé, mais en gros, il y a plusieurs. Déjà, ça dépend des victimes. Ça, c'est important. L'évitement, par exemple, moi, je l'ai pas trop eu. Je suis très vite revenu devant le Bataclan. Je suis même allé en concert un an après. Bref, enfin, dans le Bataclan, mais avant aussi dans d'autres concerts. Mais alors, ce qui revient, c'est ce qui me concerne en tout cas, c'est par phase. Au début, les choses qui me revenaient, c'était des images, des flashs. Donc, je le rappelle dans mon livre, mais aussi dans le témoignage justement c'est le seul détail entre guillemets que je donnais dans le témoignage de Mediapart. À un moment, j'ai vu un morceau de cervelle sur un ampli en sortant du KGB où j'avais été caché avec d'autres. Donc, au départ, j'étais dans la fosse, mais ensuite dans un KGB. On est sorti au bout de 2 heures. Et en sortant, je glisse sur une flaque de sang et je vois ça. Donc, c'est le premier truc. Et après, je vois la fosse, mais je la vois moins distinctement. Et donc, ça, c'est la première chose sur laquelle il a fallu qu'on travaille. On a fait notamment de l'EMDR, t'expliqueras peut-être mieux que moi. Le MDR, donc on travaille sur... en fait, la psy qui m'a fait ça dit en gros qu'on a un peu imaginez le cerveau, il y a les images, par exemple cette image dont je vous parlais, qui rebondit un peu dans le cerveau, et elle sort comme ça sans qu'on demande. Et le but, c'est pas de l'effacer parce qu'elle s'efface pas, mais c'est de la ranger. Et comme ça, voilà, elle nous embête moins. Et donc j'ai commencé à travailler sur cette image, et en fait, de travailler là-dessus, ça m'a fait ressortir d'autres choses. C'était plus des images, beaucoup moins, c'était des sons et des odeurs. L'odeur du sang, d'autres choses, de la poudre, etc. Et le son, évidemment, le son des tirs, et puis d'autres choses. Et petit à petit, on classe ça. Et ça évolue. Alors, il faut ça, il y a aussi des victimes qui sont pas allées voir des psys pour plein de raisons, et ça, moi, j'ai eu ce problème-là. Je vis dans une famille où il faut aller voir les psys, donc je suis allé voir les psys assez rapidement, et c'était vraiment très important. Une psy de la police, déjà, ça c'est parce qu'elle savait, elle avait travaillé sur l'hypercachère, donc elle savait comment me parler, et une psy EMDR, et donc ça, on travaille là-dessus, sur ces flashs, et on range ces flashs-là. Ensuite, t'en as un petit peu parlé, il y a l'hypervigilance, par exemple. On va sursauter à la moindre porte qui claque. On va être un peu oppressé dans les transports, même quand on arrive à les reprendre. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui, normalement, si on va mieux, ne disparaissent pas totalement en ce qui me concerne, mais évoluent au fil du temps. Et puis parfois, on a des rechutes. Et donc, j'ai eu une rechute, ou une chute, je sais pas, dans le cadre de Remember, donc la partie biomédicale du programme 13 novembre, on doit passer dans une IRM, et donc dans le cadre de ce programme, le matin on travaille sur des associations entre des mots et des images. Alors, je rentre pas dans les détails, mais le but c'est de les retenir. Donc là déjà c'est notre mémoire, en tant qu'enseignant, la première année, la mémoire, elle a bien morflé, excusez-moi du mot, donc la concentration aussi, c'était compliqué. Mais bon, on travaille là-dessus, et l'après-midi, on va dans l'IRM, et là, on répond à des questions, enfin, peu importe. Et je rentre dans l'IRM, et là, je vous fais la version courte, j'ai eu un bad trip, en fait, c'est-à-dire que j'étais sur le dos, pour ceux qui ont fait un IRM, et je me suis senti oppressé, et je me suis retrouvé, en fait, dans la fosse. C'est-à-dire exactement dans la position. Et même d'ailleurs, en parlant, ça fait bizarre là, j'ai eu des trucs qui me sont ressortis physiquement. Quand j'étais dans la fosse, j'ai eu le pied coincé sous quelqu'un de tué, et c'est ressorti dans le cadre de l'IRM. Donc j'ai appuyé sur l'alarme, j'ai fait une grosse crise de larmes. Ils ont été un peu en panique, mes collègues. Et puis tout de suite, au bout de 1 minute, je me suis arrêté, j'étais mieux. Ils m'ont donné une madeleine et ça allait mieux. Mais après, et je me suis presque demandé ce qui s'était passé. Et après, là, je me suis dit, je vais retourner à l'EMDR parce que ça m'a handicapé dans le sens où... et j'ai encore un peu cette gêne, je suis devenu claustrophobe, je suis quand même passé 2h15 dans un KGB de quelques mètres carrés avec 20 personnes, et j'étais pas claustrophobe à ce moment-là, mais c'est ressorti suite à cette IRM. Et
Et donc j'étais, par exemple, quand j'étais sur le dos, je me sentais entravé, tout de suite j'avais des crises de panique. J'ai eu une opération bénigne, je leur ai dit ça va pas le faire parce que c'était avec une radio, donc je vais me sentir oppressé, ils m'ont mis le double de calmant, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui reste après. Et ça c'était, ça a duré, même encore maintenant, je me dis si je fais une IRM ou un truc du genre, il faudra que je fasse attention. Donc ça c'est le stress post-traumatique. Donc il y a des choses qui sont vraiment dans les semaines ou les mois qui suivent, sur les flashs notamment, d'odeurs, de sons, d'images. Et puis des choses qui sont plus profondes et qui parfois ressortent. Moi, et je sais qu'il y en a d'autres qui sont comme ça, il y a des choses qui reviennent, par exemple, un mois ou quelques semaines avant les commémorations. On en reparlera peut-être, mais quand il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, j'ai eu aussi des espèces de symptômes, j'ai somatisé, quoi. Voilà, des choses comme ça. Et donc, et là, c'est beaucoup moins fort aujourd'hui, heureusement, mais il y a des choses qui restent quand même. On le sent bien à lire votre journal qu'il il est difficile d'aller à la première commémoration, difficile de retourner au Bataclan, même d'aller retourner à un concert. Tout ça sont des éléments qui montrent à quel point il est difficile de témoigner. Il suffit pas d'avoir été témoin ou rescapé du Bataclan ou d'un attentat pour aller facilement parler. C'est quelque chose de très difficile. Donc merci de... Mais en même temps, enfin, je sais qu'il y a des victimes qui ne veulent pas témoigner. D'ailleurs, des choses, on en reparlera peut-être, mais qui sont ressorties avec le procès, des victimes qui se sont mises de côté puisque elles n'avaient pas la parole, mais parce qu'elles ne pouvaient pas la prendre, et elles se sentaient pas représentées. Moi, le fait de témoigner, c'est parce que si ça m'a fait du bien, hein, c'est purement égoïste, si je peux dire, c'est que ça me fait du bien de témoigner. On vous comprend. Alors, vous êtes aussi un homme de gauche. On pourrait peut-être évoquer, on en parlait tout à l'heure des djihadologues. Vous avez dit aussi, il y a quelques minutes, que vous choisissiez les journaux ou les sites dans lesquels vous vous exprimez. Il y a une ritournelle qui revient dans le journal, et on vous comprend là aussi, c'est l'espèce de pince binaire en fer à cheval qui consiste, chaque fois qu'il y a un attentat, et malheureusement il y en aura beaucoup après novembre 2015, qui consiste à dire tantôt qu'il s'agit de ces islamistes qui sont très violents et qui viennent égorger les Français, l'extrême droite pour le dire simplement, et de l'autre côté une partie de la gauche qui vous a déçu et qui cherche toujours à expliquer, soit par la société, soit par le loup solitaire, soit par quelconque raison. Et au fur et à mesure, on sent que vous êtes de plus en plus agacé. Alors, heureusement, je me suis calmé, mais en 2016... En 2016, c'était vraiment ça. Et en fait, dans mon livre, et j'en parle dans la postface, alors je sais que le grand terme que moi je n'aime pas pour plein de raisons, c'est islamo-gauchisme, mais moi j'emploie pas ce terme-là, j'emploie le terme islamistophile dans mon livre. Et effectivement, il y a ces deux parties, mais qui sont, avec d'autres victimes, on faisait un bingo un peu après chaque attentat. On cochait toutes les cases, on savait ce que les uns et les autres allaient dire. Voilà, certains allaient dire, bah voilà, l'islam est violent par nature, donc c'est normal, tous les musulmans sont des potentiels terroristes. Et puis les autres qui allaient dire, ça n'a rien à voir avec l'islam, et l'islam est une religion de paix, et en fait tout ça c'est à cause de la colonisation, du chômage, et je caricature à peine. Et c'est vrai que quand c'est systématique, et quand en plus, en ce qui me concerne, on connaît un peu ces questions-là, parce que le hasard a fait que je m'y intéressais depuis longtemps, c'est énervant, surtout en 2016-2017, je suis encore vraiment sous l'impact du stress post-traumatique ou ce genre de choses. Mais ça m'énervait beaucoup plus en fait. Ces gens-là, c'est ceux qui commentaient et qui mettaient, en fait, qui avaient une grille de lecture à la base et qui faisaient rentrer les attentats dedans de force, en fait, m'énervaient beaucoup plus que les djihadistes eux-mêmes, en fait. Eux, ils étaient pas, je les méprisais, c'était autre chose, et voilà, ils étaient morts en plus. Mais il y avait cette ritournelle qui retournait à chaque attentat, et c'était une violence à chaque attentat. Alors depuis, j'ai pris un peu de recul, et puis même si avec Samuel Paty, on s'est rendu compte que ça n'avait pas vraiment changé. Mais je pense que c'est intéressant, et le procès là-dessus a peut-être apporté des choses sur notamment le réquisitoire, on en parlera peut-être, mais le réquisitoire des avocats généraux, sur les différentes interprétations possibles, sur la complexité. Moi, je suis obsédé par la complexité et la nuance. Voilà, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas une seule raison. Et je supportais pas, voilà, quand on récupérait politiquement et quand on simplifiait à outrance pour des raisons politiques. Voilà. C'est pour ça que, oui. Merci pour cette belle transition pour le procès, nous allions y venir. Et puis c'est une belle obsession par ailleurs de chercher la complexité. Il faut toujours chercher à comprendre et s'éclairer d'une multitude de récits et de disciplines pour comprendre. On est toujours plus éclairé. Alors sur le procès, peut-être on peut continuer un instant avec vous. Est-ce que
ce procès vous a aidé à mieux comprendre, même si vous nous avez dit que c'était pas le but de comprendre ce qu'avaient fait les djihadistes, les terroristes. Est-ce qu'il vous a apaisé aussi? Alors, pour faire vite, le procès, c'est... je me suis pas mis partie civile tout de suite. Je me suis mis partie civile, je crois, au bout d'1 an. Parce que je me disais, de toute façon, ils sont... Vu que ceux qui... Enfin, en tout cas, ceux du Bataclan étaient morts, je voyais pas trop ce que ça pouvait m'apporter. Et puis, petit à petit, en discutant avec d'autres victimes, principalement, je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant, déjà le procès en tant que tel, et d'y participer. Je me suis dit, vu que je m'intéresse aux faits, d'être partie civile, on a accès aux pièces, tout simplement. Même si j'avais pas d'avocat, j'ai pas voulu prendre d'avocat. Donc on reçoit tout d'un brut, c'est un petit peu, on s'y perd parfois, mais j'ai trouvé des choses très intéressantes. Et je me suis, au fur et à mesure, à partir de 2017, je crois, printemps 2017, je m'y suis intéressé de plus en plus. Et plus le procès approchait, plus j'étais pressé. Dans la même logique, au début du procès, je me suis dit, ça sert à rien que je témoigne, puisque mon témoignage n'a aucun intérêt. Il existe déjà en plus par Mediapart et d'autres choses. Et en fait, je me suis rendu compte, là on revient toujours au témoignage, que ce serait pas forcément intéressant pour les autres, si je puis dire, mais en tout cas pour la cour, parce que voilà, mais pour en parler moi et pour échanger ensuite avec les autres. Donc au début du procès, je voulais pas témoigner. Finalement, je leur ai demandé si ils pouvaient me rajouter sur la liste. J'ai eu de la chance d'être dans la première phase, parce qu'il y en a eu 2. Donc j'ai témoigné le 13 octobre de 2020. Et ça m'a plutôt fait du bien. Après, le procès en tant que tel... Pour toujours cette histoire de témoignage, j'ai eu la proposition par Mediapart de réagir avec d'autres victimes, de réagir un peu quand on voulait sur ce qui se passait dans le procès. Ça m'a permis de prendre un peu de recul, donc c'était intéressant. Mais j'ai eu des moments un peu difficiles. Alors comme tout le monde, des moments qui étaient énervants, d'autres où on s'ennuyait, des choses comme ça. Je pouvais y aller assez souvent parce que la principale de mon collège était très compréhensive. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a eu la phase de la fin, en fait, parce que voilà, c'était à cause de mon travail, j'avais trop de travail. Je voulais pas louper mon travail et j'ai été frustré par la fin parce que j'ai pas pu assister au réquisitoire des avocats de la défense et des parties civiles. J'ai quand même réussi au plaidoirie, pardon. J'ai quand même réussi à aller au réquisitoire justement des avocats généraux. Ça, c'était très intéressant. Et je suis allé à d'autres moments et globalement, j'avais peur, comme beaucoup de victimes, d'une espèce de trou d'air à la fin du procès. Et ça a été un peu le cas, mais comme ça a enchaîné direct avec les vacances, au bout du compte, non, mais c'est important parce qu'on part, voilà. Au bout du compte, je sais pas si ça m'a apaisé, ça je le verrai à moyen ou long terme, mais ça a été plutôt, alors c'était intéressant sur plein d'aspects, mais je pense que c'était très utile à tout point de vue, ouais. D'accord, oui, c'était le 29 juin, je crois, le verdict, juste à la veille des vacances. Puis vous aviez la possibilité de ne pas parler vis-à-vis de la presse, mettre un cordon vert ou un cordon rouge. Oui, ça c'est très important. Et ils le font pour Nice, là. D'ailleurs, Nice, on pourra en parler aussi dans le sens où personne n'en parle, justement, malheureusement. On choisissait de mettre un cordon rouge si on voulait pas que la presse vienne nous voir, et inverse si on voulait bien. Et donc là, les journalistes l'ont respecté, enfin par un ou deux. Ils venaient pas nous voir. Et donc il y avait une espèce ça a formé une forme un peu d'une communauté. C'était assez curieux parce qu'on y allait. Ça a duré 10 mois quand même. Et moi, j'y suis allé un certain nombre de fois. Et on sympathisait avec les journalistes, avec évidemment les autres parties civiles, avec des avocats de la défense aussi, et des parties civiles. Et voilà, c'était vraiment quelque chose de très... Et ça a été un manque quand c'était fini. Cette ambiance-là aussi a été un manque. Il faut dire que c'est un procès hors norme, 10 mois pour la longueur. Il a commencé, je crois, le 8 septembre. Il se termine avec le verdict le 26 juin de l'année suivante. 148... donc jours d'audience, 1 million de pièces, donc un procès qui fera date. On peut dire que par son organisation, par sa longueur, par la manière dont il a été mené même, nous avons à faire face, nous avons vécu un procès historique. Denis ou Karine ? Moi, je voudrais juste revenir sur l'expérience en phase 1 de Christophe. Vous voyez qu'on n'a pas l'air fâché. C'est ce qui est arrivé à Christophe dans l'IRM en phase 1, c'est quelque chose qu'on a tout de suite su le soir. Seulement à ce moment-là, je ne savais pas que c'était Christophe. On s'est retrouvés plus tard, puisque on est en relation avec nos volontaires, mais c'était l'équipe de camp qui devait le suivre après cet incident-là ou le rappeler. Donc moi, j'avais pas la légitimité pour le faire, mais on était tout de suite au courant et ça nous a beaucoup souciés parce que
Évidemment qu'en proposant le protocole de 2 jours, dont 1h30 d'IRM, tout un chacun s'est dit, est-ce que ça va convenir? Est-ce qu'ils vont adhérer à cette idée d'entrer dans un IRM? Et je dois dire que ce soit pour l'étude 1000 qui demande un effort de la part du volontaire, il faut tout de même sortir de chez soi, se dire qu'ils vont en réévoquer la soirée du 13 novembre et des jours suivants, voire des mois suivants quand on est en phase 2 ou en phase 3. Cet effort-là, c'était un effort qu'on leur proposait. L'idée, c'était aussi, on vous propose un chemin un peu en parallèle avec nous pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans vos vies, pour vous donner la possibilité de reprendre par le récit, de redevenir acteur de cette soirée et des jours qui ont suivi. Néanmoins, ça reste effectivement un effort pour les volontaires. Donc on les a quand même beaucoup suivis de ce côté-là aussi, c'est-à-dire on a eu des échanges, alors plus par courriel par exemple, plus en les retrouvant lors des commémorations ou bien lors des AG des associations 13 11 15 Vérité et Fraternité ou l'association Life for Paris. Il faut souligner que les 2 associations ont joué un rôle majeur en 2016 dans la sensibilisation de leurs membres à la entre guillemets qualité des études et au bienfait entre guillemets que cela pourrait procurer à leurs membres. Et ça s'est fait aussi parce que les présidents des associations, Life for Paris et 13 11 15 Vérité et Fraternité, ont participé eux-mêmes au protocole de l'étude 1000 tout de suite. Et donc ensuite, nous avons été invités à plusieurs reprises avec d'autres chercheurs et c'était des temps d'échange dans des salles comme celle-ci où les membres des associations qui étaient ou des victimes survivantes ou des parents endeuillés ou des intervenants pouvaient poser absolument toutes les questions qu'ils voulaient sur tout aspect du protocole, que ce soit organisationnel. On a eu beaucoup de questions sur la protection des données, où est-ce qu'on avait nos serveurs, où est-ce qu'on avait les vidéos, etc. En phase 3, je rebondis sur le procès, mais je voulais dire que globalement, on a eu des retours très positifs des volontaires et ils sont revenus. Tous les personnels qui travaillaient sont revenus également, ce qui n'était pas forcément une évidence. À l'INA, ils sont revenus, le CPAD aussi, nos enquêteurs sont revenus. Bref, ça forme quand même au bout de 6 ans des gens qui se connaissent bien. Et sur la phase 3, on devait entrer en studio en avril 2021. À ce moment-là, des variants surgissent à nouveau. La campagne de vaccination n'est pas encore entamée et donc on décide avec l'Institut national de l'audiovisuel de décaler à septembre. Si bien qu'à septembre 21, nous on entre en studio et c'est ce qu'on propose aux volontaires. On entre en studio le 13 septembre et le procès s'ouvre le 8. Et donc avec un même questionnaire qu'en 2018 et qu'en 2016, les récits que nous allons recueillir en phase 3 de l'avis de tous les enquêteurs, parce qu'évidemment, ni Denis, ni moi, ni personne ne les a tous réécoutés, mais on discute beaucoup à la sortie des entretiens avec les enquêteurs, d'abord parce que ça permet de débriefer et de faire retomber la charge émotionnelle, d'entretiens qui peuvent être difficiles de part et d'autre d'ailleurs. Et là, le procès, en fait, on n'a ajouté aucune nouvelle question dans le guide d'entretien sur le procès, en phase 3 et sciemment. On s'est dit, collectivement avec les chercheurs, soit ils vont nous parler du procès, spontanément, soit ils ne l'évoqueront pas. Et de fait, les récits de phase 3 pour les parties civiles, qu'elles aient témoigné à la barre ou non, on a un récit du 13 novembre, mais du 13 novembre dans le procès. Et c'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Vous évoquez là, Karine, les relations entre le contexte, les relations sociales, ce qui fait la mémoire collective et individuelle. Alors, si on revient sur le procès même, Denis, est-ce qu'on peut dire, tout le monde a compris que c'était un procès historique plutôt réussi, mais il aurait pu, il faut s'en rendre compte, il aurait pu connaître des difficultés. Après tout, on a la presse qui souvent cherche à héroïser les terroristes. Pensez à Abdeslam qui au début a cherché à se mettre en valeur. Donc est-ce que on peut dire que c'est une victoire de la démocratie, Denis ? Ah oui, moi c'est la conclusion que j'avais tirée là, quand j'avais été interviewé sur le sujet.
Mais bon, après plein de monde, hein, c'est une vraie victoire de la démocratie libérale face aux dérives totalitaires dont on avait un exemple, et c'est exemplaire. Et il était essentiel de donner les droits à la défense comme on les a donnés, parce que ça correspondait à notre conception de la démocratie. Et de fait, je pense que c'est un procès qui va marquer longtemps. Et on a fait un sondage sur le sujet, sur les procès historiques. Enfin, depuis 1945, quels sont on leur avait proposé une quinzaine de procès, et vraiment en premier et de loin, c'est le procès du 13 novembre qui apparaît comme le plus marquant. Alors on leur a pas dit pour vous, mais enfin, on leur a pas dit qui vous a le plus marqué, parce qu'on voulait justement dire attendez, vous regardez l'histoire là. Mais on avait le procès Pétain, les procès de la Deuxième Guerre mondiale, Barbie, on avait les procès attentats terroristes, les grands procès de droit commun. Et là, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose. On va voir si dans la durée, ça reste. Mais ce qui m'intéresse aussi avec le procès, qui illustre notre démarche, c'est que quel récit est en train de se construire là? Parce que les journalistes ont suivi le procès, mais de façon d'ailleurs tout à fait remarquable, hein, et ils ont construit un récit qui est largement un récit partagé. Hein, c'est à peu près le même récit qu'ils donnent, avec simplement leur qualité spécifique, peu importe, mais globalement vraiment très haut de gamme. Or, ils ont construit leur récit à partir de quoi? À partir de témoignages individuels, de Christophe, d'autres, de témoins, de policiers. On n'a pas évoqué, mais enfin, on a eu le soutien de la préfecture de police, des pompiers de Paris. C'est pour ça qu'on a dans nos entretiens autant d'intervenants. Et des politiques. Donc, simplement pour préciser qu'ils construisent leur récit à partir des témoignages qu'eux-mêmes ont recueillis ou qu'ils entendent lors du procès. Leur récit est un récit qui vient, un récit partagé entre eux. Parce qu'ils ont la puissance des médias, c'est le récit collectif qui renvoie, eux, à la société française. Et donc, de témoignages individuels, ils construisent un grand récit qui peut devenir, on le verra dans l'année à venir, qui peut devenir la mémoire collective des Français, en tout cas qui participe à la construction de la mémoire collective des attentats terroristes du 13 novembre auprès des Français. Et donc auprès de chacun des Français, de façon évidemment allégée, mais ça veut dire qu'on est là dans quelque chose qui illustre cette dialectique qui est au cœur de notre travail entre mémoire individuelle et mémoire collective, puisque une mémoire collective va être fortement construite à partir de témoignages individuels, de mémoires individuelles, et va construire un récit collectif qui va devenir l'inspirateur des mémoires individuelles des Français pris individuellement. Donc ça, on en a une illustration qui est assez extraordinaire. Et on a aussi une autre illustration pour reboucler sur l'exemple que je prenais au début, sur la question de mémoire et oubli, et la nécessité de rendre compte de la diversité et de se méfier des mécanismes de condensation mémorielle. Tu évoquais la question du procès de Nice. Bon, personne ne parle du procès de Nice. Alors on pourra trouver des raisons, enfin personne. Disons que c'est rien à voir avec ce qui se passe. Et c'est terrible pour les familles, parce que c'est la double peine. Je l'évoquais la dernière fois. Mais on peut l'évoquer aussi sur le 13 novembre, non seulement sur les terrasses, comme je le disais, mais les oubliés du 13 novembre. Nous, on a eu un contact avec des gendarmes montés qui étaient à côté du Stade de France. Après la publication du bouquin,
un petit contact, disant écoutez, c'est vraiment super le livre, bon. Mais vous savez, on y était. Je dis mais comment vous y étiez? Donc j'ai pris contact, téléphone et tout, et on les a intégrés dans la phase 3, et pour dire l'impact, parce qu'ils ont aussi témoigné au procès, leur réaction quand on a pu avoir l'accord de la direction générale de gendarmerie, heureusement c'est un nouveau directeur général avec Rodriguez, bon, etc. On a eu un accord total, un soutien total, on a pu le faire. Et leur réaction, c'était « vous vous rendez pas compte du bien que vous nous faites », uniquement parce qu'on les a écoutés. Il faut avoir ça en tête, pas du tout pour valoriser ce qu'on fait, mais pour comprendre l'importance de ce que signifie une reconnaissance. Et d'ailleurs, ils ont parlé au procès, et ils ont pleuré au procès. Les gendarmes. Et c'est pas habituel. Donc voilà. Et on peut parler aussi du 18 novembre. C'est-à-dire que c'était les oubliés. L'assaut du 18 novembre. Et à Saint-Denis, vous savez, quand ils étaient à la recherche, c'est d'ailleurs le sujet du film, un bon film, hein, Novembre, qui vient de sortir. C'est la traque entre le 13 et le 18 novembre des 2 terroristes qui restaient encore en cavale et qui allaient faire sauter une partie de la défense. Donc, ceux qui avaient été les victimes indirectes, là, le 18 novembre, qui étaient pour l'essentiel des sans-papiers, ou bien, voilà, populations qui vivaient dans des conditions vraiment dramatiques, là, dans la rue du Corbillon à Saint-Denis. Alors, non seulement il y avait un problème d'oubli par rapport aux autres lieux, mais en plus, on ne les reconnaissait pas comme victimes du terrorisme, mais comme victimes d'une opération de police, qui est l'opération du RAID. Et je l'avais expliqué, j'avais dit au ministre de l'Intérieur, je lui ai dit, écoutez, mais c'est incompréhensible, parce que même pour l'État, de reconnaître que ce sont des victimes du terrorisme, ça permet quand même de dire qu'effectivement, si le RAID est intervenu, et c'est bien parce qu'il y avait un problème avec des terroristes à repérer. Donc c'est vraiment des victimes du terrorisme. Et là, ils viennent d'être reconnus comme tels grâce à une décision de justice. Et ça, c'est fondamental. Pour eux, c'est fondamental. Donc c'est pour ça que ces enjeux de mémoire, ces choses qu'on est en train de faire, on vous parle science, de recherche, tout ce que vous voulez, mais il y a une dimension humaine qui est cruciale. Oui, je pense que tout le monde l'a compris, hein, ce travail complexe mais fondamental sur l'histoire et la mémoire, et puis également ce travail réparateur, de réparation citoyen que vous avez mené et pour lequel tous les trois nous vous remercions beaucoup. Nous allons conclure et prendre les questions. Au bout des questions, il y aura quelques minutes d'intervention de Michel Vivorca qui viendra témoigner de ce qui a été vécu le 14 novembre 2015 ici, puisque c'était le lendemain des attentats, qui est un peu exceptionnel. Alors, vous pouvez commencer à poser des questions. Nous avons un quart d'heure pour cela. Oui. Oui. Si vous pouvez vous lever quand vous voulez le micro, on voit mieux, on vous repère mieux. Vous avez évoqué l'attentat de Nice, et il se trouve que je vis moitié de mon temps à Nice et moitié de mon temps ici dans Lyon. Et justement, je voulais vous poser la question et de vous tenter, malgré l'énormité du travail que vous effectuez, de faire une étude comparative un peu de ces deux événements et de savoir pourquoi la mémoire agit d'une certaine façon pour les uns et différemment pour les autres. C'est une question essentielle. Il s'avère qu'on a commencé à travailler avec eux puisqu'on avait été sollicité d'abord par des victimes rescapées qui nous appelaient, qui connaissaient le programme et qui nous ont dit dès le 15, qui nous ont appelés en disant mais on pourrait pas venir témoigner, enfin, sauf que nous notre protocole c'est sur le 13 novembre et qu'évidemment la seule possibilité c'est de construire un autre protocole.
Bon. On a donc été en lien avec des équipes qui étaient des équipes locales, remarquables d'ailleurs, je pense à Florence Ashkenazi, mais qui sont très engagées dans le soin, et moins dans la recherche. Or là, ils étaient mais submergés par la question du soin. Donc, ça a été compliqué de construire ensemble. Il n'était pas question que nous, Parisiens, on débarque en disant, ou Canet, on débarque en disant, on va vous dire comment faire. Donc, on a essayé de construire quelque chose. Ça n'a pas été possible, mais eux ont réussi finalement à travailler, et en particulier sur la question des enfants, qui est tellement singulière par rapport à ce qui s'est passé en novembre. Mais pour moi, c'est une douleur, cette histoire de Nice. Parce que, pour plein de raisons, de voir, nous, concrètement, vous voyez, un exemple, dans une des questions du Crédoc, on dit « Quels sont les attentats qui vous ont le plus marqué depuis l'an 2000 ?» Bon. 6 mois après Nice, un an après Nice, on voyait déjà que c'était un niveau bien inférieur à la réponse sur 13 novembre ou même janvier. Bon. Et puis, à fur et à mesure, c'est tombé. Et ça, c'est pour ça que j'insiste sur la question de la double peine. Comment voulez-vous que des gens qui ont subi ce qu'ils ont subi puissent se reconstruire pleinement alors qu'ils sentent que c'est pas relayé dans la mémoire collective? Et donc, il faut absolument que les autorités politiques, ceux qui ont la gestion de la mémoire en quelque sorte, ça s'est fait d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de commémorations importantes et de présence importante des présidents de la République. Il faut qu'il y ait, mais il s'avère qu'en plus à Nice, vous avez eu 2 phénomènes qui se sont rajoutés. La question de la concurrence mémorielle, entre guillemets. C'est-à-dire que le 14 juillet, c'est aussi la fête nationale. C'est aussi, parce que c'était à cette occasion-là, c'est aussi le feu d'artifice de Nice. Qu'est-ce qu'on fait? On se reconstruit en pensant uniquement au drame, ou on oublie le drame en pensant à la commémoration, où on essaye de faire les deux, comment on fait les deux. Donc c'est assez compliqué, et vous le savez très bien aussi, se rajoute une question politique, et les problèmes qu'il y a eu entre les autorités locales et les autorités nationales. Bonjour, merci de toutes vos interventions. Moi, je m'interroge sur ce que c'est que la mémoire collective. C'est difficile de ne pas avoir de mémoire des attentats de 2015. Je veux dire, la pression médiatique, les photos, les images, ça a duré des jours, des mois, plus la répétition. Donc, de toute façon, qu'on le veuille ou non, ça ne peut pas échapper à la mémoire. Et du coup, je m'interroge sur qu'est-ce que c'est la mémoire collective et avec quoi on fait de la mémoire collective. Pareil pour le 11 septembre. On raconte que le 11 septembre, tout le monde se souvient où il était. Tout le monde. Mais là aussi, la puissance des images, la puissance médiatique pendant des jours fait que on n'y coupe pas. Mais je me dis que un pays s'est fait de mémoire collective, mais pas seulement de ça. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est qui fait notre mémoire collective? Voilà, c'est un peu ma question. On a combien de temps là? Non, parce qu'il y avait plein de choses absolument passionnantes dans ce que vous disiez. Et en particulier, sur la définition de la mémoire collective que je vous ai donnée tout à l'heure, représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire d'un groupe, ou d'une société dans sa globalité. Et évidemment, tous ces vecteurs dont vous parlez qui participent de l'entretien ou non d'une mémoire collective. Vous donniez l'exemple de tout le monde se souvient où ils étaient le 13 novembre. C'est ce qu'on appelle chez les psychologues le 11 septembre ou le 13 novembre, les deux. Pourquoi je prends le 13 novembre? C'est la même chose ou 11 septembre. C'est ce qu'on appelle la flashbulb memory dans notre jargon de psychologue, c'est-à-dire la mémoire des conditions dans lesquelles on a appris un événement. Mais si vous comparez la mémoire de ces conditions-là avec la mémoire de l'événement lui-même, vous allez tout de suite voir un décalage. Prenons l'exemple du 11 septembre. Tout le monde, sur le 11 septembre en France, dira les tours.
50% vous dira, je vous dis un chiffre comme ça, hein, 50% vous diront « Ah oui, mais il y a aussi le Pentagone ». 3% vous dira « Mais attendez, il y a l'avion qui s'est crashé à Shanksville, en Pennsylvanie. » En France. Pourquoi? Parce que les tours, ça suffit pour... Parce qu'on a besoin de la mémoire collective, la mémoire individuelle, en l'occurrence, et qui participe là aussi de la construction. La mémoire collective, elle est économe. En France, le 11 septembre, c'est l'attaque de Bin Laden, des islamistes de Bin Laden, contre la plus grande puissance mondiale, symbolisée par les deux tours. Le reste, c'est pas le problème. Aux États-Unis, quand vous les interrogez, ils vont tous vous parler des tours, bien sûr, mais en évoquant une figure qui est absente de notre mémoire du 11 septembre, c'est la figure du pompier, du héros. Et ils vont tous vous parler de Shanksville, parce que, encore une fois, la résilience américaine sur le 11 septembre s'est faite sur la figure du héros, et que le Shanksville, comme vous le savez, et on a, quand on visite le musée, c'est assez extraordinaire parce qu'on a les sons conservés sur les smartphones qui ont, ceux qui, évidemment, n'ont pas été cassés et qui apparaissent. Et on voit très bien, on entend très bien les gars dire « Bon, allez, on sait bien qu'il y a peu de chances pour consentir et sans doute aucune chance, mais on va quand même pas laisser faire ça. » Ils se lèvent et ils tentent de prendre le contrôle de l'avion. Donc c'est la figure du héros qui est structurante. En France, la mémoire du 13 novembre est construite sur la figure de la victime. Et le procès va peut-être changer quelque chose parce qu'on voit émerger, avec le procès, toute une série de héros, au sens sociologique du terme, toute une série de figures de héros qui étaient au second plan depuis des années. Et pourquoi la figure de la victime est centrale dans la mémoire du 13 novembre? Parce que la figure de la victime est centrale depuis des décennies dans la mémoire collective des Français, quel que soit le domaine auquel ça touche. La mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, le tournant du milieu des années 80, centralité de la figure de la victime juive, alors que dans les années 60, c'était la centralité de la figure du résistant. Voilà. Donc on est dans un moment qui est un moment structurant figure de la victime et qui va intégrer évidemment le moment 13 novembre. Mais je pense que ça va bouger, avec le procès en particulier. Ouais. Denis, je te coupe. On va prendre encore une ou deux questions, mais très rapides. On peut les prendre les unes après les autres. Je vous demanderai de faire des réponses très rapides parce que Michel Vivorca veut nous parler quelques minutes. Il ne faut pas qu'on mette en retard la table ronde. Suivante. Oui. S'il vous plaît, à l'étage. C'est formidable. À l'étage. Oui, ça marche. Oui, à l'étage. Merci. Vous avez évoqué, pour résumer, les oubliés de Nice en 2016. Mais qu'en est-il de ceux de Toulouse de 2012 ? Et j'ajouterai un petit correctif. Vous avez dit que l'Exode ne fait pas partie de la mémoire collective. Je me permettrai d'apporter un correctif. Ça fait partie de la mémoire familiale. Et ma mère et mes grands-parents m'ont légué des objets de l'Exode. Bon, question suivante. Je vous rappelle que pour correctif, c'était les attentats de Toulouse et de Montauban. Question suivante, s'il vous plaît. On va prendre 2-3. Je simplifie au maximum, donc du coup vous avez répondu à une bonne partie de la question que j'aurais pu poser. Simplement, donc en fait, pour réintroduire le fait que vous parlez beaucoup de complexité, vous réinjectez de la complexité dans l'analyse de ces événements-là, et je voulais simplement dire que l'entreprise terroriste, ça consiste justement à faire disparaître la complexité. En fait, on simplifie les choses. En tuant quelqu'un, on crée un événement unique, ponctuel. Il n'y a plus de questions ? Juste ici, là-haut. Il y a une dame là-haut. Allez, une dernière question pour Juste madame. Là. Donc, pensez-vous qu'il est donc nécessaire de dévoiler son ressenti personnel pour réussir à donner à la mémoire collective un visage qui serait plus vrai et un peu moins faussé par les divers avis politiques ?
intéressant. Là aussi, il faudra quelques heures. Ouais. Alors, qui veut répondre? Non, je voudrais répondre à monsieur qui était en bas dans la salle et au balcon. Denis l'a dit, dès le 15 juillet, nous avons eu des habitants de Nice qui nous appelaient pour participer à Paris. Et là, on a vraiment eu un cas de conscience. Mais on s'est réunis, on a discuté. Les médiateurs ne savaient plus quoi répondre. Et honnêtement, on s'est dit, faire déplacer les Niçois jusqu'à Paris pour leur proposer le guide d'entretien tel qu'on l'avait conçu. Non, mais tel qu'on l'avait conçu, on s'est dit, ils vont se sentir niés dans leur douleur. Donc ça va rajouter. Ensuite, c'est poser la question, est-ce que nous faisons un autre protocole? Nice, il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de familles concernées, et faire un protocole pour des mineurs, dans la phase où nous étions, c'était juste pas possible avec les forces dont on disposait. C'est pour ça qu'on a rediscuté avec Florence Ashkenazi de l'hôpital Lanval un peu plus tard, et ça ne s'est finalement pas fait. Oui, ils ont mené des recherches à l'hôpital Lanval, ils ont enregistré les familles, mais disons que le protocole du programme 13 novembre ne pouvait pas dans les temps être transposé ou adapté pour les habitants niçois, et je le regrette encore aujourd'hui, mais ce n'est... Voilà. Toulouse-Montauban, Denis, tu souhaites répondre? Alors, l'histoire de 2012 est très intéressante sur Toulouse-Montauban. Je laisse de côté, évidemment, comment il s'est emmêlé les pédales un candidat récent sur la référence en particulier à Toulouse, parce qu'il était incapable de citer le nom de la victime, alors qu'il citait parfaitement bien le nom de l'assassin. Alors ça, je me permets de revenir là-dessus, parce que c'est très intéressant. Rappelez-vous, Trèbes, avec le lieutenant de gendarmerie il s'est fait, voilà, le colonel Beltrame qui s'est sacrifié pour, dans le cas d'une tentative de terroriste, il essaye de prendre le contrôle et il se fait tuer. Bon. Discours du président Macron aux Invalides. Écoutez-le bien, parce que, si vous avez l'occasion, faites-le, c'est assez, tout à fait intéressant. D'abord, référence à la Deuxième Guerre mondiale. Le Vercors, Moulins, Brossolette. Deuxième moment, référence à l'esprit de résistance. Les mêmes, plus, c'est très gaullien, plus Jeanne d'Arc. Bon. Et puis, il dit, je ne veux pas qu'on se souvienne du nom du terroriste, je veux qu'on se souvienne du nom du héros, puisque c'était comme la cérémonie des Invalides en l'honneur de Beltrame. Et évidemment, vous tous et nous, on se souvient du nom de Beltrame, mais pas du tout du nom du terroriste. Et il y a une rue à Auxerre. Il y a une rue à Auxerre qui s'appelle Beltrame maintenant. Voilà. À la place de la rue des Migraines. Voilà un exemple, c'est confirmation. Et c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait le souvenir de 2012, où le seul nom dont on se souvient, c'est le nom du terroriste, au point qu'il est devenu, dans certains quartiers, une figure de héros détournée. Et c'est ça on voit bien l'importance des enjeux de mémoire. Alors maintenant, je rebondis sur l'importance des témoignages individuels pour participer à la construction de la mémoire collective. Je n'ai pas besoin de développer là-dessus. On sera entièrement d'accord avec un enjeu scientifique, en plus derrière, que je vous rajoute. Le livre qu'a évoqué Frédéric est un 13 novembre des témoignages, un récit, a été construit à partir du verbatim des gens du Cercle 1. On vous a expliqué ce qu'était le Cercle 1, pour essayer de reconstruire l'événement. Et c'est très intéressant parce que nous, quand on interviewe les personnes, ce qui nous intéresse,
c'est pas la vérité de l'événement au sens strict, c'est la vérité du témoin. Et les consignes sont strictes. On dit à tous ceux qui font les interviews, attention, ne corrigez pas, même s'il y a des erreurs. Parce que l'erreur nous intéresse autant que la vérité dans le témoignage qui nous est apporté, parce qu'elle signifie quelque chose. Bien. Sauf que là, on peut croiser, pour un événement qui dure 3 heures, on peut croiser 320 témoignages, 360, pardon, de cercle 1. On peut les croiser. Donc en croisant ces témoignages, puis en s'aidant du réquisitoire définitif que nous avons eu l'opportunité de lire à cette occasion, avant quelques autres, donc en 2020, on a réussi à reconstituer finalement quoi ? Passer de la vérité du témoin à la vérité de l'événement. Et comment ? En croisant les témoignages très nombreux, sur un espace de temps très limité, et puis des sources écrites, officielles, judiciaires, auxquelles nous pouvions avoir accès. Merci. Alors, on va donner une toute petite minute pour une réponse, et à toi l'honneur de terminer cette table ronde. Christophe. Non, mais je voulais en rajouter une couche par rapport à ce que tu viens de dire, de mon point de vue, donc pas de scientifique, mais de victime directe. La première chose sur le nom du terroriste, voilà, ça c'est exactement la même chose pour le 13. Pendant le procès, il y avait une star dont on le surnommait l'intérimaire. Vous saurez, c'était une référence à ce qu'avait dit le président Jean-Louis Périès sur donc l'accusé le plus célèbre, dont je ne citerai pas le nom exprès. Donc nous, on a beaucoup, quand je dis nous, c'est les victimes qui, prenant la parole, on a beaucoup insisté pour qu'ils ne soient pas au centre du procès. Donc c'est la même chose. Et pour répondre aussi à votre question, Davos, on est quelques-uns à justement vouloir notamment participer à ce genre de programme ou témoigner dans les médias, justement pour éviter que les politiques, parce qu'ils le font régulièrement et systématiquement, parlent entre guillemets à notre place, et ça c'est systématique. Et si vous suivez un peu les réseaux sociaux, régulièrement, quand il y a une référence aux attentats, on est quelques-uns à leur tomber dessus. Alors petit à petit, c'est un peu fatigant au bout d'un moment, mais je pense voilà, c'est utile aussi, et si en plus ça peut amener à des choses, à participer à des programmes scientifiques comme ça sur le long terme, c'est encore mieux. Nous vous remercions pour votre attention et vos questions, et excusez-nous d'avoir débordé de quelques minutes. Bonsoir. Je voudrais dire quelques mots qui me semblent avoir tout à fait leur place dans cette table ronde sur la mémoire individuelle, la mémoire collective, entre autres de ce fameux 13 novembre. Le 13 novembre au soir, vers 20h, les intervenants et les organisateurs, enfin les gens qui font marcher, si je peux dire, les entretiens d'Auxerre, montent dans un car et nous nous retrouvons à une dizaine ou une quinzaine de kilomètres d'ici pour dîner ensemble dans une salle des fêtes où nous sommes très bien accueillis. Et puis, les uns les autres commencent à recevoir des appels sur leur téléphone mobile. Il se passe quelque chose à Paris. Le réseau passe très mal, les informations sont très parcellaires, personne ne comprend vraiment rien, mais enfin on apprend 1 mort, 2 morts, 5 morts, 6 morts. Enfin, c'est une soirée terrifiante, et d'autant plus terrifiante qu'on commence à avoir une vague idée de ce qui se passe, et que certains d'entre nous ont des enfants à Paris qui fréquentent les concerts, etc. Bon, nous remontons dans le car, nous rentrons nous coucher, c'est-à-dire regarder la télé, passer des coups de téléphone, essayer de s'informer. Et au petit matin, nous nous réunissons à quelques-uns. Je ne me souviens pas vraiment qui était là, mais je me souviens surtout de la présence décisive de Michel Fouché. Je ne sais pas s'il est dans la salle, Michel, mais on voit pas grand-chose ici. Et nous discutons qu'est-ce que nous faisons le 14 de ces entretiens. Alors on peut dire, nous ne céderons pas aux terroristes, nous avons un programme, nous continuons avec les intervenants prévus. Nous pouvons dire, dans une telle circonstance, on ne fait plus rien, on arrête tout et on décide que, évidemment, on se sépare immédiatement. Et nous avons opté pour une troisième attitude, qui était évidemment, me semble-t-il, la bonne. Nous
nous demandons à tous les intervenants qui sont là, ils sont pratiquement tous restés ce soir-là, donc tout le monde est là, tous ceux qui étaient là la veille et tous ceux qui étaient attendus pour le lendemain, nous leur demandons de se préparer à monter sur l'estrade et à chacun dans son domaine de compétences de commenter en quelque sorte ce qui venait de se passer la nuit et pour lequel on commençait à avoir des informations, pendant que le président du Cercle Condorcet, Hervé, qui est ici aussi, et quelques autres, essaient de voir avec la préfecture ce qu'il faut faire. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est certainement pas des choses faciles à organiser. Donc, nous obtenons le droit, en quelque sorte, de maintenir les entretiens. Il y a un monde fou qui est là. Nous sommes une vingtaine sur cette estrade, et chacun d'entre nous prend la parole quelques minutes pour dire, moi, en tant que spécialiste de ceci ou de cela, voilà ce que je peux dire de ce que je sais de cette affaire. Et donc, ça a duré un bon moment. Ça s'est terminé par un poème, même pas lu, dit par quelqu'un, un poème magnifique. Il y avait une qualité d'écoute exceptionnelle. Et Michel Vanini, qui est celle qui aujourd'hui est à la manœuvre pour organiser ces entretiens, Michel Vanini, qui n'était pas là ce soir-là, parce qu'elle était en Corse, mais qui dispose de l'enregistrement de tout ce que nous avons pu dire ce jour-là, Michel Vanini en tire une plaquette que Karine vous fait voir. Michel Vanini, la voici. Elle en fait une plaquette, et je voudrais donc terminer, je ne vais pas être long, mais je pense qu'il fallait que ça se sache et que ce soit rappelé aujourd'hui. Je pense que s'il y a eu un lieu en France, et un seul, où au petit matin, ou au matin d'une telle abomination, des gens ont voulu réfléchir et apporter un minimum de distance, sans pour autant du tout, évidemment, comment dirais-je, être froid ou insensible ou sans émotion. Donc voilà, je voulais rappeler ce moment que peut-être quelques-uns d'entre vous ont vécu. Ça a été un moment, je crois, de la plus haute importance. Voilà, merci, Frédéric.